Bonjour tout le monde, on va commencer formellement. Je me présente, Michael Sinatra, je suis le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques de l'Université de Montréal, qui a le plaisir d'organiser cet événement. Et avant de passer la parole à mon collègue Anton pour nous présenter notre conférencière, je vais juste remercier Linda Silva, la directrice de l'école de biotechnologie et sciences de l'information, d'être présente, puisque l'EPSI, parmi les 14 départements impliqués dans le centre, a 50% de ses profs qui sont membres du Centre de recherche sur les humanités numériques. Donc, on vit grâce à l'énergie et toutes les contributions de l'EPSI de manière régulière. Donc, je tiens quand même à le signaler. Et sans plus tarder, je invite Anton à nous présenter. OK, merci. Bienvenue tout le monde. Nous avons la chance aujourd'hui d'être rejoints par Stephanie Houston, professeure agrégée à l'École des sciences de l'information à l'Université d'Ottawa et co-directrice de Scrollcom Lab, un groupe interdisciplinaire de chercheurs basés à Ottawa et à Vancouver et à Montréal, parce que je suis dans le lab aussi, qui analyse la communication savante à l'ère numérique. Ces recherches portent sur la communication savante, l'évaluation de la recherche et de la science ouverte, y compris le libre accès, le partage et la réutilisation de données de recherche. Et je veux juste ajouter que je suis très heureux qu'elle soit ici aujourd'hui, car je suis un ancien postdoc de Stéphanie. Euh, Deux, j'ai travaillé sur le projet qu'elle va présenter aujourd'hui. Et toi, Stéphanie, est aussi un ancien postdoc de Vincent Larivière. Et ça, c'est cool d'avoir une full circle ici aujourd'hui. Donc, c'est très cool. Et... Exact, exact. Donc, encore. Voilà, donc, encore bienvenue et merci. Voilà. OK, excellent. Merci beaucoup, Anton, pour l'introduction. Merci, Michael, pour l'invitation. Ça fait quelques années qu'on a essayé. Donc, finalement, on était ici. Je suis très heureuse d'être là, de vous parler d'un projet de recherche que j'ai fait ensemble avec des collègues, aussi avec Anton, sur la réutilisation et la citation des données de recherche. Donc, je présenterai aujourd'hui les résultats des projets de méthode mixte qui se concentrent sur la réutilisation et de citation des données de recherche. Mes objectifs pour la présentation sont, premièrement, de vous donner un peu de contexte sur les données de la recherche, ainsi que sur les initiatives plus larges dans lesquelles de ces projets de recherche s'inscrivaient. C'est le Make Data Count Initiative. J'ai présenté ensuite les résultats du projet qui a adopté une approche mixte, comptant d'une analyse bibliométrique, un questionnaire, ainsi que des entretiens semi-directifs. Je parlerai également par un projet en cours, par DataCite et le Chan Zuckerberg Initiative, CZI, visant à développer un corpus de mentions de données ouvertes. Et je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la mention en comparaison des citations de données. Et j'ai terminé de vous parler d'une thèse de maîtrise d'une de mes étudiants portant sur la réutilisation des données en humanité numérique, parce que je pensais que c'est le bon sujet de le présenter, de mon ancien étudiant Lina Harper. Pour situer le contexte, vous avez probablement toutes et tous entendu parler de la science ouverte. On a le chair UNESCO de la science ouverte ici. La science ouverte est un mouvement visant à rendre la recherche le plus transparent et le plus accessible pour tout le monde, n'est pas juste pour la communauté universitaire. Et les données ouvertes, les données de recherche ouverte sont un pilier central de la science ouverte. Plusieurs facteurs incitent les chercheurs à partager leurs données. Par exemple, les données ouvertes rendraient les processus scientifiques les plus transparents et permettraient de réutiliser les données et donc d'éviter aussi la duplication de ces efforts. Donc, s'il y a quelqu'un qui a déjà fait le travail, on peut le réutiliser. Enfin, maintenant, les politiques scientifiques exercent
aujourd'hui aussi une forte pression pour que les données ouvertes deviennent la norme dans la science. Par exemple, en 2021, les recommandations de l'UNESCO pour la science ouverte ont été adoptées par tous ces États membres et aussi à la France. La France met déjà en œuvre le deuxième plan national pour la science ouverte. Donc, il y a beaucoup de pression aussi au Canada, mais je pense qu'on est un peu plus lentement ici. Cependant, les données ouvertes sont loin d'être une réalité dans la plupart des disciplines scientifiques. Les facteurs qui, en fait, découragent les chercheurs de partager leurs données sont, par exemple, le manque de temps et des ressources pour préparer les données à être partagées. Il manque aussi des infrastructures ou des soutiens qui sont nécessaires et aussi des compétences requises pour partager les données à partir des chercheurs. Un autre problème est aussi que certaines données ne peuvent pas être partagées sans compromettre la confidentialité des renseignements personnels. Mais il convient toutefois de noter que la plupart des politiques prévoient des exemptions et il s'agit selon des principes aussi ouverts que possible, aussi fermés que nécessaire. Donc, il y a aussi des exemptions de partage de données. De nombreux chercheurs craignent également de faire l'objet d'un scoop s'ils publient leurs données, ce qui les empêcherait à publier. Mais cette crainte est étroitement liée au système de reconnaissance universitaire qui ne valorise pas vraiment les données ouvertes et qui est fortement basé sur la publication des articles dans les revues. Et les autres chercheurs s'inquiètent aussi du fait si leurs données sont librement disponibles. Des autres personnes pourraient en faire un usage abusif ou les utiliser dans les contextes inappropriés. Donc, il y a beaucoup d'obstacles pour faire le partage de données, les données ouvertes, la réalité aujourd'hui. Donc, Make Data Count, c'est une initiative communautaire lancée en 2015 qui vise à ce que les données de recherche soient valorisées en tant que résultats de recherche dans le cadre des activités scientifiques, dans l'évaluation des recherches et dans la communication. Et la vision de cette initiative est que les données sont considérées comme un résultat de recherche de premier ordre, au même titre que les articles de revue. Leurs objectifs sont de développer une infrastructure ouverte, permettre d'évaluer et de valoriser la réutilisation des données. Ils travaillent à la normalisation des pratiques en matière de métadonnées liées aux citations par les dépôts et aussi par les éditeurs. Le Counter Code of Practice for Research Data est juste un exemple de réalisation dans ce domaine. Make Data Count travaille également à la sensibilisation de la communauté universitaire à l'utilisation des mesures qui reflètent la citation et la réutilisation des données. Donc, le projet Meaningful Data Counts est un projet de recherche dans le cadre de cette initiative Make Data Count. Ce projet était financé par la Fondation Arthur P. Sloan de 2020 à 2023. Donc, en fait, officiellement, ce projet est terminé depuis plus d'un an, mais on travaille encore beaucoup parce qu'on reste beaucoup de données qu'il faut analyser. Le projet se concentre sur la manière dont les données de recherche sont réutilisées et en particulier sur la manière dont elles sont citées. Il a utilisé une approche mixte avec l'analyse bibliométrique, un questionnaire à grande échelle et des entretiens avec des chercheurs qui réutilisent et aussi qui n'utilisent pas les données. L'objectif était d'étudier la façon dont les chercheurs citent les ensembles des données. Le projet visait à fournir des preuves qui
et l'information qui peuvent informer le développement des métriques qui pourraient contribuer à la valoriser les données de recherche et à élever leur statut au rang des résultats de recherche de premier ordre. Le projet est une collaboration entre des chercheurs du Scholcom Lab de l'Université d'Ottawa et aussi de l'Université de Kiel en Allemagne. Et on travaille également en étroite collaboration avec l'équipe de DataCite. Et Anton, comme il a dit, qui est maintenant professeur à l'UDM, il participe dans ces projets. Il a participé en tant que postdoc. Et on a aussi un nouveau membre, Constance Poitras, doctorante à l'EPSI, qui a récemment commencé à travailler avec nous. Comme j'ai dit, on a encore beaucoup de données à analyser. On a commencé le projet par une analyse bibliométrique de métadonnées des ensembles de données indexées dans la base de données DataCite afin d'établir des caractéristiques de citation de données qui permettraient de développer des métriques. La littérature, en particulier les travaux de Chris Borgman, nous a appris que la manière dont les données sont utilisées et réutilisées, et ou même ce qui constitue un ensemble de données, ça diffère d'une discipline à l'autre. Donc, on savait donc qu'on a besoin d'informations disciplinaires pour contextualiser la réutilisation des données. De savoir que est-ce qu'un ensemble de données vient des sciences de l'information ou de la recherche sur le cancer, tout ça. C'est à ce moment-là que nous avons rencontré des problèmes liés au manque d'informations sur la discipline et de données sur les citations formelles dans les listes de référence. Donc, en avril 2022, sur les 11 millions d'ensembles de données dans DataCite, moins de 6% avaient une discipline scientifique et moins de 1% avaient été cités formellement. Voici une distribution de données disciplinaires disponible en avril 2022. Si nous avions utilisé ces données, on aurait pu travailler avec seulement 0,02% de l'ensemble des données. Donc, on manquait donc de métadonnées essentielles pour développer des métriques de citation des données. On a donc changé d'orientation et commencé un projet visant à aider DataCite à améliorer l'étendue des informations disciplinaires disponibles dans l'index. Et c'est qu'est-ce qu'Anton a fait? Il a beaucoup travaillé sur ça. Donc, vous pouvez voir que cela a clairement amélioré la part d'ensemble des données pour lesquelles une discipline scientifique des OCDE est disponible à plus de 50%. Donc, avant, c'était 6%. Toutefois, les citations formelles de données sont encore très rares, ce qui nous a amené à suspendre l'analyse bibliométrique parce qu'on n'a pas vraiment les données pour faire quelque chose avec ça. Ces données ont également contribué à faire évaluer l'initiative Make Data Count. Je vais parler plus sur ça après, sur ces nouveaux projets d'extraire les mentions des données, ensemble de données des articles scientifiques et pas vraiment seulement les références, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, après ça, la question était, si les auteurs ne citent pas formellement l'ensemble des données, existe-t-il d'autres pratiques qui signaleraient la réutilisation des données? On a trouvé dans la littérature 3 pratiques différentes permettant aux chercheurs de se référer aux ensembles des données. La pratique capturée par DataCite, c'est à gauche, c'est la manière formelle de citer les données dans la liste de références, juste une citation comme une citation pour un article dans une revue. À droite, vous voyez ici une pratique que nous appelons citation indirecte des données. Il s'agit toujours de citations formelles dans les listes de références, mais au lieu de citer les données directement, les auteurs citent une publication connexe, donc une publication qui
qui présentait les données, qui l'analyse, ou des fois aussi le data papers. C'est plus des publications sur les méthodes de collecter les données. Cette pratique n'est actuellement traçable que par un lecteur humain qui peut potentiellement accéder aux données en accédant à l'article l'article cite. Donc, si tout va bien, ça pointe vers des données, mais c'est vraiment juste pour le humain pour voir est-ce qu'il y a un lien. Au milieu, ici, vous voyez une pratique qu'on appelle les mentions de données. Ils font référence aux données dans le corps du texte de l'article sans les citer dans la liste des références. Cette pratique est également traçable par les lecteurs humains, mais maintenant, ce n'est pas encore indexé par les bases de données, donc on n'est pas vraiment utilisé pour générer des métriques, pour voir cette information à grande échelle. Étant donné que ce que les auteurs font le plus souvent, l'initiative Make Data Count a décidé d'essayer de résoudre ces problèmes en utilisant le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique pour capturer cette pratique. Je parlerai brièvement de Data Citation Corpus à la fin de cette présentation, mais c'est quelque chose qui est au courant maintenant. Donc, je vais maintenant parler du questionnaire que nous avons utilisé pour interroger le chercheur sur la pratique en matière de citation de données. Les questionnaires comportaient trois sections et les questions a été ramifiées pour poser des questions légèrement différentes aux participants qui en a déclaré avoir déjà réutilisé des données et à ceux qui ont déclaré ne jamais l'avoir fait. Donc, on avait un peu de différents questionnaires pour les gens qui ont dit qu'ils n'ont jamais réutilisé de données. Les différentes sections, c'était sur la réutilisation et la citation des données, mais aussi sur l'amélioration des gestions des données. Et on a aussi demandé des démographiques comme la discipline, le statut de carrière, tout ça. On avait différents types de questions. Et on a aussi fait un test pilote, donc avec des experts en matière de données de recherche, de citation des données, mais aussi avec des gens qui sont plus des experts sur comment on peut faire un bon questionnaire. Et finalement, on a fait un test pilote avec un échantillon aléatoire stratifié de 1000 chercheurs en utilisant la même méthode comme pour les vrais questionnaires. Et ça nous aidait pour améliorer un peu le questionnaire. Donc, on a beaucoup travaillé en temps laissé sur l'échantillonnage car nous voulions nous assurer que notre résultat était généralisable et qu'il était représentatif de différentes disciplines. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Notre population cible, c'était tous les chercheurs dans tous les domaines qui réutilisent ou ne réutilisent pas les données. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour la operationalisation? On a pris l'adresse courriel des auteurs correspondants des articles de recherche indexés par le Web of Science pour 5 ans. Et on sait déjà, ça vient avec le bias, donc il y a beaucoup plus de disciplines qui publient beaucoup aux revues, qui publient beaucoup en anglais. Mais c'était la seule façon où on peut avoir un échantillon si large. Donc, on avait 5,8 millions d'adresses courriels uniques. Et après ça, on a fait un échantillon aléatoire stratifié par chaque discipline de OCDE sur la base du nombre d'articles dans le Web of Science. Et finalement, on avait contacté presque 160 000 auteurs parce que ça, c'était un courriel. J'imagine vous avez reçu aussi de participer dans un questionnaire qui était... Moi, j'imagine
il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont dit, ah, c'est vraiment mon expertise. Donc, on avait un taux de réponse vraiment bas, mais on a lu dans la littérature que ça, c'est vraiment normal pour cette méthode. Donc, finalement, on avait 5000 courriels invalides. Aussi, on a trouvé qu'il y a les courriels qui sont un opt-out sur SurveyMonkey. Et on avait 3600 réponses partielles, mais finalement, on a seulement utilisé la réponse complète parce que les informations des démographiques, c'était à fin. Et pour nous, c'était vraiment important d'avoir la discipline. Donc, finalement, on avait presque 2500 réponses. Donc, c'était un taux de réponse corrigé de 1,6%. Pour les statistiques inférentielles, nous avons utilisé le Key-carré et le Kruskal-Wallis en fonction du type de variable. Et puisqu'on a reçu proportionnellement plus de participants de certaines disciplines que d'autres, on a décidé de pondérer les réponses selon la distribution souhaitée de la population. Les réponses pondérées ont été utilisées pour analyser les résultats dans toutes les disciplines et des valeurs absolues ont été utilisées lors des analyses de disciplines individuelles. On a discuté aussi beaucoup sur ça, cette méthode de pondération. Ici, vous pouvez voir les informations démographiques de nos participants. Donc, la plupart des participants venaient du domaine des sciences naturelles, travaillaient dans des universités en Europe ou en Amérique du Nord et exerçant de cette profession depuis 16 à 30 ans. Et cela reflète ce à qui nous attendions, étant donné que nous avons contacté des auteurs correspondants. Donc, c'est normalement les auteurs, plus les profs, plus les chercheurs qui sont plus qui ont beaucoup plus d'expérience. Mais il y a aussi les biais de Web of Science dedans. On a beaucoup plus des auteurs d'Europe ou Amérique du Nord que le Global South. J'ai sélectionné certains résultats que j'ai trouvés les plus intéressants, mais je dois noter que nous avons aussi publié un article axé sur les différences disciplinaires. Et donc, il y a un lien ici. C'est publié dans les revues QSS où Vincent est l'éditeur. Et on a pratiqué la science ouverte. On a aussi publié l'ensemble des données anonymisées de tout cet questionnaire. Donc, si vous voulez essayer et trouver autre chose dans les résultats, c'est aussi ici. Ah oui, mais j'ai le lien dans un autre fichier. Je pense qu'il est ici. Anton a travaillé également il travaille également sur un manuscrit ensemble aussi avec Constance qui se concentre sur l'effet du stade de carrière sur le comportement des citations de données et nous espérons partager le preprint dans les semaines à venir. Lorsque nous avons interrogé les participants sur la reconnaissance du travail sur les données, nous avons constaté qu'il était très important de récompenser une bonne gestion des données et de pouvoir suivre la manière dont leurs propres données étaient réutilisées. Donc, c'est les facteurs qui sont plus importants pour les gens. Être crédité pour le partage de données était également très important, tandis qu'être crédité pour la réutilisation des données était moins important. Donc, c'est les choses, les pratiques comme ils sont valorisés par les participants. Nous avons demandé aux participants quelles informations seraient importantes à avoir lors des évaluations des données créées par d'autres. Donc, c'est des données qui peut-être ils peuvent utiliser, mais les données créées par quelqu'un autre. Ils pourraient envisager d'utiliser.
L'essentiel d'informations sur la réutilisation des données consistait en des descriptions ou des informations narratives fournissant des détails sur la manière dont les données étaient utilisées. Et cela a été le même dans toutes les disciplines, en fait. Donc, l'information narrative et contextuelle, ça serait le plus important. Peut-être pour penser un peu comment on peut réutiliser la même donnée. Le narratif était suivi par du nombre de citations, du lieu et de la personne qui a utilisé les données. Le téléchargement, la consultation et la reconnaissance des données en dehors du milieu universitaire étaient moins importants. Tous ces aspects étaient valorisés différemment selon les domaines scientifiques. Par exemple, pour les citations, celles-ci ont été particulièrement jugées importantes dans le domaine de l'agriculture, de l'ingénierie et de la médecine, et moins importantes dans les sciences sociales. Lorsque nous avons posé la même question, mais cette fois à propos de leurs propres données, tous les types d'indicateurs d'impact sont plus importants et les citations de données sont considérées comme encore plus essentielles que les narratifs. Donc, c'est leurs propres données. Le téléchargement des données devient également légèrement plus important. Et il existe aussi des différences significatives pour tous les éléments, à l'exception des citations des données, pour lesquelles toutes les disciplines conviennent que c'est le plus important. Il est intéressant de noter que les sciences sociales valorisent bien plus ces informations sur leurs propres données que les informations sur les données créées par d'autres, alors que l'inverse est vrai pour l'ingénierie. Les motivations à citer de données étaient similaires à ce que nous savons des motivations à citer de la littérature, à savoir montrer une dette intellectuelle, ce que Robert Merton a appelé pellets of peer recognition, soutenir la validité de l'affirmation, indiquer la réutilisation et récompenser le créateur de données. Une autre raison plus altruiste était également d'aider les autres à retrouver les données réutilisées. La manière la plus courante de créditer la réutilisation des données consiste à citer un article analysant les données plutôt que les données elles-mêmes. Et qu'est-ce qu'on a déjà montré dans la littérature? Qu'il cite un article qui présente ou qui est connecté aux données, mais pas le propre données dans la liste de littérature. D'un point de vue de métrique, cela pose un problème parce que l'importance des données n'est pas directement traçable. Nous avons également demandé comment exactement les participants se réfèrent aux données et la plus courante était de citer un article connexe dans la liste de références, ce que nous appelons citation indirecte. Cela reflète la prédominance des articles de revue et de mesures basées sur les citations de la littérature. Il est intéressant de noter que la citation des données, c'est-à-dire la citation des données elles-mêmes dans la liste de références, était presque aussi courante, ce qui contredit un peu les résultats des études examinant la manière dont les données sont citées dans la littérature. Donc, c'est peut-être parce que dans le questionnaire, c'est des participants qui peut-être ils décrivent différemment qu'est-ce qu'ils font. Les éléments restants se concentrent sur ce qu'on appelle les mentions des données. Donc, au lieu de citer formellement les données, les auteurs les mentionnent dans différentes parties du corps du texte ou dans les légendes, les figures ou les tableaux. C'est quelque chose qui a été constaté dans des études précédentes. Nous avons découvert grâce aux entretiens que certains d'entre eux pensent que la mention des données dans le texte de la légende constitue déjà une citation. Donc, je vais maintenant présenter l'approche d'entretien que nous avons menée pour obtenir des informations le plus approfondies
sur le comportement de citation des données. Nos entretiens étaient semi-directifs, en fait, tendance vers des entretiens plus structurés. Ils étaient axés sur les pratiques de citation des données et sur la reconnaissance universitaire en général. On a fait des entretiens d'1 heure via Zoom. On avait 20 participants qui en a recruté parmi les participants de questionnaire avant. Mais on a aussi décidé, on a fait un projet de pilote et on a finalement décidé de aussi utiliser l'entrevue de pilote parce qu'ils étaient très, très riches. Donc, finalement, on avait une bonne balance entre les chercheurs qui utilisent et n'utilisent pas des données. Donc, on avait 11 qui ont dit ils ont déjà réutilisé des données et 9 qui ont dit ils ne font pas. On avait aussi un bon mélange de gens qui, premièrement, utilisent les méthodes quantitatives. On avait 8 qualitatives ou mixtes. On avait 6. Et on a des gens des sciences humaines, naturelles, des sciences sociales, médicales et de la santé. On a enregistré l'audio et le transcrit avec Otter AI pour une première étape, mais on avait beaucoup de corrections et l'anonymisation manuellement après. On a fait le codage par deux auteurs en utilisant NVivo. Pour l'analyse thématique, nous avons développé un livre de codage et on l'avons fait de manière itérative, impliquant toute l'équipe. Donc, on a commencé avec un développement initial avec des contributions et beaucoup de discussions entre toute l'équipe, avec les étudiants aussi. Et on a fait beaucoup d'itérations et améliorations par 2 auteurs. C'était moi et notre postdoc qui ont fait la codage. Finalement, notre livre de codage qui est aussi... Non, on n'a pas encore publié, mais we're going to. 8 grandes catégories, donc sur la recherche en général, la recherche des participants, leurs données et comme ils utilisent des données, sur la réutilisation, sur la pratique de citation des données, la partage et aussi la perception en général sur la communauté académique, sur la communication savante et finalement aussi sur l'évaluation et reconnaissance des recherches pour demander si ils pensent la partage et réutilisation des données est déjà valorisé ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut changer. On a aussi des informations démographiques et à partir de 8 grandes catégories, on avait aussi 52 sous-codes. Donc, je peux présenter quelques conclusions et quelques thèmes, mais préliminaires, parce qu'on est encore en train de analyser et discuter les résultats. On a déjà présenté quelques des résultats préliminaires de l'entretien à une conférence en septembre passé, donc il y a un lien aussi. Donc, l'analyse thématique, c'est toujours en cours. En ce qui concerne les évaluations des données de recherche, comme un résultat de premier ordre ou à niveau comparable aux articles de revue, nous avons constaté que certains participants souhaiteraient que les données soient considérées comme des résultats équivalents aux publications, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore la réalité. Donc, on a des exemples hier d'un professeur des États-Unis en astronomie qui a dit, if you were maybe involved in a project that involved creating a database, if that was the fundamental point of the research, then that would get you brownie points with the department head. But I don't think just saying, I built an instrument, I collected images of stars, there wouldn't be any bonus points for saying, and then I put it in this data catalog. That isn't really well regarded.
Et il y avait aussi un professeur de sociologie qui a dit, I think making products that aren't articles or books don't quite fit the schema of a typical sociologist. Creating publicly available data sets, or in my case, software or whatever, is at best looked at positively, but in probably virtually no case, it is evaluated as equally as an article. En termes d'incitation et de reconnaissance pour le travail sur les données, la plupart des participants ont noté qu'ils essaieraient bien d'être récompensés d'une manière ou d'une autre, mais comme ce n'est pas le cas, ils ne perdent pas non plus leur temps à le suivre. Donc, on a quelqu'un en chimie qui a dit, it's a butt ton of work to package this all up. And so getting a little boost would be nice. A price, it's not going to be citations, but something that would enhance your reputation a little bit. Il y avait aussi un professeur d'anesthésiologie au Canada qui a dit, I don't have time. It's not incentivized either. So why would I spend some time on something where it really amounts to no recognition? People who are in this community might think I'm a good person, and that's fine. I can accept that. But I'm not going to track it necessarily because it doesn't amount to anything that's recognized. En ce qui concerne les métriques, nous avons noté un scepticisme général à l'égard des métriques, mais aussi un désir de métriques, en particulier les métriques traditionnelles de citation des articles. Et on a aussi trouvé que les citations ne sont pas des récompenses, mais des symboles de statut. Et on a des exemples ici d'un postdoc en biologie au Canada qui a dit, I don't really care about being cited for data, but I would want someone to cite my paper. Maybe it's because I don't really think that a hiring committee would care as much that I had a cited data set. Il y avait aussi un postdoc en Allemagne en Human-Computer Interaction qui a dit, if it's done right, it's okay. Il parle des métriques de données. If it's done right, it's okay. If it's done like, let's say, the H-index, then, oh my God, please no. Les nombreux chercheurs ont également souligné que le travail sur les données représente souvent la grande majorité de leur travail de recherche, mais il s'agit souvent d'un travail caché. Et nous avons également remarqué dans plusieurs disciplines, donc par plusieurs participants, qui notaient que les données sont valorisées de manière très différente d'une sous-discipline à l'autre. Donc ici, on a un exemple de quelqu'un de humanité numérique. The amount of work and research that goes into carefully curating these data sets to be able to analyze in this way is 75% of the project. But my perception, again, could be wrong, is that folks in my field, et ils ont parlé de leur communauté très spécifique, the other side of the field just don't see it as research. And so they don't regard it on the same level. Whereas in digital humanities, they totally get how much work it is. Donc, les conclusions de notre projet de recherche, c'était qu'il faut améliorer encore les métadonnées des données, de poursuivre la recherche sur les caractéristiques de réutilisation des données. Donc, on ne sait pas encore vraiment qu'est-ce que sont les patterns et tout ça. Et aussi, plus de travail est nécessaire pour faire des citations de données la norme dans la communication, communauté universitaire. Et en attendant, il faudrait essayer de capter la mention des données pour enrichir les traces de réutilisation. Finalement, pour les métriques, il faut inciter le partage de données, où on peut inciter le partage de données avec des métriques de données, mais on a aussi vu qu'il faut que les mesures doivent être bien faites. Donc, on ne veut pas recréer quelque chose comme les index H ou le impact factor. Il faut tenir compte des informations narratives aussi et les informations contextuelles sur la réutilisation des données et pas simplement un ranking, quelque chose comme ça. Donc, je veux juste brièvement mentionner ici le projet de Data Citation Corpus, qui est quelque chose qui a commencé
financé par le Wellcome Trust et sur lequel DataCite travaille actuellement en collaboration avec le Chan Zuckerberg Initiative, CZI. Donc, ce n'est pas nous directement, mais c'est vraiment relié et c'est quelque chose qui a été développé aux bases des résultats qu'il y en avait. Il s'agit d'extraire des mentions de données, donc dans le full text de publication, à partir de corpus de texte des articles biomédicaux. Ils utilisent l'apprentissage automatique pour extraire la mention d'ensemble de données et les lier à leur identifiant, donc le PID comme un DOI ou un accession number qui est le PID dans la science biomédicale. Le premier corpus a été publié il y a quelques semaines et vous pouvez contacter DataCite ici sur le site web si vous souhaitez l'explorer. Donc, c'est vraiment la première étape. Il y a encore un peu de problèmes, mais ça, c'est aussi une façon de la science ouverte pour publier la première version et il faut l'améliorer. Mais c'est cette l'idée ici qui, si maintenant, la majorité des auteurs ne citent pas formellement dans la liste de références l'ensemble des données, il faut aller dans le corpus de texte, dans un article, pour voir qu'est-ce que sont les données qui sont mentionnées. Mais c'est aussi limité aux publications qui sont publiées en accès ouvert, parce qu'il faut avoir le droit de réutiliser le texte dans le corpus. Donc oui, c'est le lien entre le full text et le identifiant comme le accession number ou le DOI. Et finalement, je voudrais juste vous signaler une thèse de matrice que j'ai supervisée et qui portait spécifiquement sur les données de recherche dans l'humanité numérique. Donc, cette thèse était réalisée par Lina Harper, qui est désormais spécialiste de la curation des données à Alliance de recherche numérique du Canada. Donc, son projet de maîtrise a vraiment aidé pour trouver un travail dans le domaine. Et cette thèse est aussi nominée pour le prix de thèse, la meilleure thèse de la Commission des études supérieures en humanité de l'Université d'Ottawa. Je pense qu'on va voir dans quelques semaines si elle a gagné. L'étude porte sur les défis et les opportunités liées à la réutilisation des données parmi les chercheurs en humanité numérique. Elle a fait des entretiens semi-directifs avec 12 chercheurs en humanité numérique travaillant dans des universités, des centres de recherche et des organisations culturelles et patrimoniales à l'échelle internationale. Je pense que finalement, elle avait des participants de 8 États, 8 pays différents. L'étude a révélé que le manque de temps et de ressources, les pratiques incohérentes en matière de données, les lacunes en matière de formation technique, l'intensité du travail et les difficultés à trouver des données constituaient le défi le plus important. Les participants ont également révélé un certain nombre de facteurs favorables à la réutilisation des données, au premier rang desquels figurent la collaboration et le autodidactisme en tant que les caractéristiques de l'humanité numérique. Les résultats indiquent un fossé entre les utilisateurs et les partageurs de données. Les faibles taux de partage réduisent la quantité de données trouvables et accessibles qui sont disponibles pour la réutilisation. Tant que les réutilisateurs, que les partageurs de données doivent commencer à se considérer comme intégrés dans le cycle de vie des données et des recherches au sein des infrastructures de recherche.
La thèse fournit aussi 6 recommandations sur la façon d'améliorer la réutilisation des données particulièrement les humanités numériques. Donc, j'espère que vous pouvez accéder à cette thèse très, très informant. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour votre attention et c'est avec plaisir de répondre à votre question.